Bonjour, merci d'être là avec nous. Et comme il semblerait que vous aviez très envie de parler et de continuer à parler, on va commencer par vous laisser parler entre vous. Et on va vous poser des questions et on vous propose de vous tourner vers un voisin, une voisine. Peut-être l'occasion de parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et alors attention, il y a un temps limité. Donc vous allez avoir vraiment juste 30 secondes chacun pour parler de la question qu'on pose là maintenant. Alors vous êtes prêts? Vous êtes tous là? Ah, pardon, comme ça c'est mieux. Donc la première question, c'est simplement raconter un souvenir de votre enfance. Il m'a rapproché le micro. Donc raconter un souvenir de votre enfance, et donc quand il y aura le petit ding, ça veut dire que c'est à l'autre personne de parler. Premier ding, c'est que vous pouvez commencer à parler. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Tu veux dire quelque chose? Je pense qu'on fait poser les 3 questions. On pose les 3. Non, d'abord la première. Ok, vous pouvez y aller, attention. Attention, le petit ding. Alors, un souvenir de ton enfance. Moi, c'est dans les bois. 30 secondes. 30 secondes. C'est bien, 30. Là, je peux aller leur demander. Un souvenir de ton enfance. Un souvenir. Donc à l'autre, on change. Vous pouvez changer, c'est à l'autre personne de vous raconter un souvenir. Voilà. Maintenant, on va vous demander de nous écouter. Alors, j'ai une petite question pour vous. Combien de vos souvenirs étaient liés à l'école? Est-ce que vous pouvez me montrer? Qui a raconté un souvenir lié à l'école? Ok, c'est intéressant, merci. Et on passe à la question suivante. Alors, deuxième question. Donc, vous vous baladez dans la forêt, sur un chemin, et puis quelque chose, comme ça m'est arrivé il y a quelques instants, va éveiller votre curiosité. Donc, par exemple, ceci. Et la question, voilà, on pourra le faire passer hein, si jamais vous avez envie de savoir la réponse, mais ça éveille votre curiosité. Et la question, c'est de savoir où est-ce que vous allez trouver la réponse? Où est-ce que vous allez aller chercher pour avoir de l'information sur ce qui a éveillé votre curiosité? Alors c'est la même chose, c'est d'abord vous l'expliquer à votre voisin, voisine, et puis après on change après les dings. On change? Voilà, c'est terminé.
Alors, qui est allé chercher l'information sur Google? Qui est allé chercher l'information dans un livre? Qui est allé chercher l'information chez son voisin? Merci, merci. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce qui est passé, on pourrait en discuter après. Alors moi, ma question, c'est si vous aviez une baguette magique et qu'elle vous permettait de changer quelque chose dans l'enseignement. Vous avez un vœu que vous accorde le gouvernement pour changer quelque chose dans l'école, dans l'enseignement. Qu'est-ce que c'est? Quelle est votre première mesure, quoi? Qu'est-ce que vous changez? Alors voilà, maintenant on change, c'est l'autre personne qui vous expose son idée. Alors, voilà, maintenant, vous avez plein de bonnes idées. Ce dont vous venez de discuter, vous le gardez bien, parce que juste après cette conférence, peut-être que ça va servir à nos ateliers d'intelligence collective. Voilà. Est-ce que je passe la parole ou est-ce que je lis la lettre de Saskia? Oui. Ok. Voilà, donc bonjour à tous, et donc j'ai beaucoup de gratitude en tout cas d'être présente avec vous là maintenant, et pour la visibilité et tout ça, et beaucoup de gratitude pour les enfants aussi qui sont, enfin les jeunes enfants et enfants qui sont présents parmi nous aussi, et qui sont à l'écoute et qui se sont même qui sont rapprochés pour la conférence. Donc voilà, donc moi je suis porteuse du projet de l'Arbre des Possibles. L'Arbre des Possibles, c'est une école démocratique qui a vu le jour, qui est née. On est à notre 6e rentrée, et donc en fait c'est un projet qui est né en fait à Beaurain, donc si vous connaissez, donc c'est un petit peu plus bas que Dinan. Et alors et c'est parti de quoi? Chacun, c'est vrai, par rapport à l'enseignement, à son histoire, à son vécu, à ce qu'il a, tous ces trésors ou ces pépites ou parfois ces épines qu'il a transportées, qu'il transporte dans son sac à dos quand il a passé toutes ces années d'enfance. Et pour moi, c'est vrai que quand j'ai inscrit mes enfants à l'école conventionnelle, j'étais pas encore à réfléchir, tiens, est-ce que ça pouvait aller ou pas. J'étais partie quand même sur une confiance, et en les déposant pendant tout un temps à l'école conventionnelle. Et petit à petit, il y a des choses qui n'ont plus fonctionné et qui n'ont plus été. Et donc, si on pourrait détailler un peu toutes ces problématiques, c'est de se dire, mais ils ne voulaient plus en tout cas. Donc, le pas n'était plus possible pour eux d'être à l'école. Et donc, dans la réflexion de se dire, tiens, est-ce que au départ je me dis je vais aller dans le système et essayer de faire changer les choses. Je vais essayer de mettre une petite graine. Tiens, mais pourquoi est-ce que ça va pas pour toi? Qu'est-ce qu'on peut changer pour que ce soit possible pour toi de te relever le matin et de pouvoir prendre ton cartable et d'aller à l'école? Et donc on essaye, et puis on va proposer. On se dit tiens, mais est-ce qu'on ferait pas ceci? Est-ce qu'on ferait pas cela? Est-ce qu'on mettrait pas en place ça? Est-ce que vous n'iriez pas plus dehors? Et donc, à un moment donné, un de mes enfants est arrivé en disant, ils ont enlevé les feuilles mortes de la cour.
Et donc je me dis, et donc moi je ne vais plus à l'école. Et je dis, mais pourquoi est-ce que le fait d'enlever les feuilles mortes dans la cour fait que tu ne veux plus aller à l'école? Mais alors on n'a vraiment plus rien à faire, puisque c'est une cour de béton. Et maintenant on enlève les feuilles mortes. Et donc on jouait avec les feuilles mortes. Et donc on a essayé d'attraper le jardinier pour qu'il n'enlève plus les feuilles mortes de la cour. Voilà, c'est tout des petites histoires comme ça. Je pense que tout le monde peut en raconter. Et donc de fil en aiguille, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider en fait des enfants qui s'y retrouvent pas dans le système en fait. C'est juste ça. C'est pas des enfants qui sont bizarres, qui ont 36 000 étiquettes sur leur front. C'est juste des enfants qui sont comme ils sont et qui sont bien comme ils sont et qui ont envie de trouver leur place et devenir les adultes de demain. Et donc, à un moment donné, c'est de se dire, on va déscolariser les enfants et partir dans ce qu'on appelle l'IEF ou le AD. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, des enfants qui sont plus tout à fait dans le système et qui font soit l'école à la maison ou toute autre chose à la maison. Ou alors, c'était de dire, on va partager notre énergie et on va plutôt ouvrir un collectif, donc une structure qui permet à plus d'enfants de pouvoir être en lien. L'enfant, en fait, si on va chercher son élan naturel, qu'est-ce qu'il a besoin? En fait, l'enfant, il va être son élan naturel, qu'est-ce que c'est? C'est la curiosité, le jeu, l'envie d'apprendre et la sociabilité. Et en fait, il va jamais s'arrêter. Donc, c'est pas parce que tout à coup, vous avez dit, mais je lui ai rien appris aujourd'hui, je lui ai rien transmis. Mais en fait, l'enfant, il fait ça à chaque instant. Toutes les 15 secondes, un enfant va avoir une poussée d'enthousiasme. Donc, il va se dire, et puis il va continuer, et puis il va continuer, puis il va continuer son chemin, et puis il va continuer. Et nous, adultes, alors je ne dirais pas tout à fait le chiffre parce que ça peut faire peur, mais à combien de temps donc est notre poussée d'enthousiasme aujourd'hui avec tout ce qu'on a passé, notre sac à dos. Donc voilà, on n'en est plus tout à fait là. Mais donc l'enfant, c'est toutes les 15 secondes. Et il ne va pas s'arrêter. Et donc en fait, les écoles, en fait, ce qu'on appelle démocratiques, alors j'ai bien aimé parce qu'on en a parlé déjà tout à l'heure, un peu de la démocratie. On se demande toujours pourquoi on les appelle les écoles démocratiques. C'est vraiment aller rechercher l'élan naturel de l'enfant. Et alors ça a plusieurs piliers. Un premier pilier, c'est la liberté dans l'apprentissage. Donc c'est permettre à l'enfant juste de choisir la manière dont il a envie d'apprendre. Donc c'est aller, si je vous demandais aujourd'hui, là, maintenant on va vous lancer un petit défi, c'est de grimper dans un arbre. Ok, vous devez tous arriver à grimper dans un arbre. Ça va être compliqué, ça va être compliqué pour certains. Il y en a peut-être qui vont peut-être grimper sur la première branche ou pas du tout. Et en fait, c'est d'aller rechercher aussi l'enfant. Et normalement, chacun d'entre nous, c'est ça qui serait génial, d'être accompagné jusqu'au bout, là où on est, en fait. Là, tu en es là, maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ok, et voilà. Et on va faire l'étape. Et on va t'accompagner, en fait, pour faire le pas suivant, pour aller où tu as envie d'aller, pour suivre ton élan. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un des piliers. Et nous, en fait, dans l'école démocratique de l'Arbre des possibles, c'est le deuxième pilier, c'est la connexion à la nature. Donc, voilà, c'est vrai que on a dû se poser la question à un moment donné parce qu'on remplissait des dossiers et on se disait, tiens, on doit expliquer pourquoi c'est important de se connecter à la nature, de se connecter au vivant. Et donc, c'était pas facile de trouver la réponse. Pour nous, ça nous semble évident. Donc, se connecter aux autres manières d'être vivant, de se connecter à ce qui est autour de nous, de se connecter à nous-mêmes, à l'autre et à l'environnement, quel qu'il soit. Et donc, on a choisi la possibilité que les enfants soient 2 jours en forêt. Donc, 2 jours en forêt, les enfants y sont, et c'est des enfants de 3 à 15, 18 ans, où ils peuvent retrouver du lien avec la nature qui l'entoure, retrouver du lien, en fait, avec l'extérieur. Qu'est-ce que c'est l'extérieur pour moi? C'est vrai que bien souvent, on a envie de dire, attention, en tout cas, ne fais pas ça, c'est dangereux. Si tu vas là, tu vas avoir ça. Voilà, vous avez sûrement peut-être accompagné ça ou peut-être vécu ça. Et en fait, ici, c'est juste pouvoir accompagner qu'à un moment donné, l'enfant va vouloir le faire, va se tourner vers l'extérieur. Et nous, on est là pour lui mettre des repères pour qu'il continue à avancer. Alors, tout ça, dans la possibilité qui est faite aussi, c'est de se dire l'environnement riche.
En fait, comme l'enfant va toujours être curieux, va toujours avoir envie d'apprendre, ben, si vous lui mettez un environnement riche à disposition, que ce soit au niveau du matériel ou au niveau la nature, là, il y a un peu tout ce qu'il faut de base, ben, l'enfant va continuer à aller rechercher les informations. Donc l'environnement riche, mais l'environnement riche, c'est aussi au niveau des personnes. Vous, là, dans toute cette salle, vous êtes un environnement riche. Vous avez une multitude de compétences qui peuvent être vraiment des trésors pour accompagner les enfants. Et donc chaque personne est un trésor, chaque personne a ses ressources pour pouvoir l'accompagner. Alors c'est vrai que ici, à l'Art des possibles, parfois on est 6, 7 accompagnants, accompagnantes pour une vingtaine d'enfants. Il y a 13 espaces différents. Donc c'est vrai qu'alors vous pourrez me dire, c'est une classe. Donc c'est une classe. Une classe, quand on est dans l'enseignement plus conventionnel, on se retrouve dans la même pièce, on se retrouve à une vingtaine avec une personne, on ne doit pas bouger. Donc voilà, donc c'est et on est souvent avec les enfants du même âge, alors que l'envie, en tout cas pour nous, c'est de recréer une communauté. Donc une communauté éphémère. En fait, c'est comme pour moi. Enfin, voilà, vous avez peut-être déjà entendu. Il faut tout un village pour élever un enfant. Si on l'associe à la nature, pour moi, il faut une forêt en fait pour élever un enfant. Et pas une forêt, une culture où vous avez tous les arbres du même âge qui ont la même taille. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces arbres du même âge qui ont la même taille pour trouver leur place? On va pousser l'autre, on va faire ceci parce qu'en fait, on va pousser en même temps. Et donc, c'est sûr que dans les, alors on peut parler de monoculture, mais c'est la compétition qui peut avoir plus sa place parce que en fait, c'est difficile quand on a le même à côté et qu'on veut trouver sa place. Quand on a une vraie forêt, ce qu'on n'a plus beaucoup l'occasion peut-être de rencontrer chez nous, alors tout le monde trouve sa place à son rythme. Voilà, on peut s'entraider. On peut partager son expérience. Lui, il a fait comme ça pour arriver là-bas. Alors, je vais essayer aussi. Et donc, on va expérimenter et on va faire ça, en fait, sans s'arrêter. Et pour pouvoir peut-être trouver sa place dans le monde d'aujourd'hui. Parce que c'est ça qui est compliqué. En fait, il y a beaucoup d'enfants, là, aujourd'hui, qui trouvent pas leur place, qui ont des étiquettes, qui sont de plus en plus médiquées. Parce qu'en fait, quand on ne correspond pas à ce que le système nous demande, alors voilà, on met d'abord une étiquette, 3 étiquettes, puis une 5e étiquette, et puis après on en arrive à devoir prendre des médicaments, ou alors à avoir une 2e journée, c'est-à-dire on va chez la logopède, on va là-bas, on va faire des tests. Et donc en fait, c'est des enfants en fait qui n'ont plus le temps de jouer, en fait, d'utiliser leur enthousiasme, d'utiliser leur curiosité. Voilà, donc moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que des projets comme ça, ils sont possibles. Donc un collectif d'humains. Donc c'est vrai que moi, en tout cas, dans mon expérience, à un moment donné, j'y croyais plus. Bon, je suis de nature plutôt positive et je pense que d'être entouré d'enfants, en tout cas, ça alimente en fait cette positivité. Mais c'est possible. En fait, vous pouvez continuer à croire qu'un collectif, donc de recréer une communauté éphémère, pour soutenir nos enfants, en fait, c'est possible. Alors, ça demande de l'énergie. On se trompe, on expérimente. Il y a parfois des fois où on se dit « Ah là, peut-être que ça va pas aller » et on a envie de s'arrêter. Et puis, en fait, c'est chaque fois la même chose. Vous avez quelque chose qui s'éteint à un moment donné, puis hop, vous avez le renouveau. En fait, si vous permettez au mouvement, donc un projet collectif, c'est un projet en mouvement continu, c'est un projet vivant. Et donc si vous accueillez et que vous permettez au mouvement d'être en permanence avec vous, vous arrivez plus vite, plus facilement en tout cas, à pouvoir faire le pas et aller plus loin. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai peut-être fini. Merci. Rebonjour. Moi, je suis un peu l'invitée surprise aujourd'hui. Vous ne me trouverez pas dans le programme. Mais ça a été facile de me trouver parce que j'habite là. Et j'ai construit une petite école qui est juste là derrière, dans une yourte que vous avez peut-être aperçue. Alors, je ne l'ai pas fait toute seule. On est nombreux à la porter aujourd'hui. Et c'est de ça dont je vais un peu vous parler maintenant. Et aussi, je suis très touchée d'avoir été invitée. Merci aux organisateurs et d'être auprès de personnes qui m'inspirent.
Et merci aussi à ceux et celles qui habitent ici ou qui viennent de plus loin pour soutenir ce moment et qui ont envie aussi qu'on puisse partager sur nos projets. Alors, moi, je vais un peu parler de mon parcours, mais d'abord, donc comme je viens de le mentionner, j'habite ici. Donc en fait, ici, c'est l'écolieu des Passerelles. Les passerelles, c'est des humains qui ont décidé de vivre ensemble et d'expérimenter en créant un éco-village ou tiers-lieu, écolieu, il y a plein de noms comme ça à la mode pour le moment. Et dans cet écolieu, on a un habitat groupé où on est 12 adultes et 8 enfants, si je ne me trompe pas. Et alors, on touche un peu à tous les aspects du monde, de la société. Donc, on réfléchit à la façon de se nourrir. Il y a un super maraîcher qui est installé dans un champ ici à côté. On réfléchit à l'énergie qu'on consomme et comment la produire, à la gouvernance, donc on fonctionne en gouvernance partagée. Et puis il y a très vite la question de la place des enfants qui est arrivée, très vite puisque c'était avant qu'on emménage ici, et de se dire tiens, si nous, adultes, décidons de changer de vie et de construire une société en laquelle on croit, en laquelle on a envie de croire et à laquelle on veut participer pour le monde de demain, comment on fait pour y intégrer au mieux nos enfants, les enfants, et leur trouver une place et leur permettre de devenir des adultes responsables, épanouis, qui trouvent leur place eux aussi. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à un moment à créer les Herbes Hautes. Alors avant ça, j'ai envie d'un peu partager sur mon parcours et ce qui m'a mené à me dire, tiens, oui, allons-y, c'est possible, faisons-le. D'abord, j'ai été élève à un moment où on ne m'a pas vraiment posé la question, mais j'ai eu la chance d'être élève dans différents systèmes, donc une pédagogie Freinet, puis une école plus classique. Je m'y suis plus ou moins bien plu, ça dépend des moments. Et puis j'ai été 1 an aux États-Unis, où là j'ai expérimenté un autre système où on choisit ses cours par crédit, un peu comme dans certains autres pays, et où il y a beaucoup plus de place. Alors c'était une école de village, avec beaucoup de nature autour, et dans laquelle il y avait beaucoup de place pour des ateliers créatifs, du sport et tout ça. Donc ça se rapprochait un peu du système allemand ou de certaines écoles nordiques. Et là, du haut de mes 18 ans, c'était déjà quand même une révélation. On doit dire, ah ouais, ça me correspond déjà vachement mieux. Ça, j'aime bien. Bon, là, il y a déjà quelque chose qui a commencé à naître dans ce qui a mené aujourd'hui au projet qu'on porte, moi, avec d'autres. Après, j'ai étudié l'anthropologie, puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Tiens, je vais être prof. Et puis, ça a été une super expérience. J'étais prof à Scarbeck en secondaire. Saint-Dominique, qui s'appelait l'école, et j'ai eu la chance d'être dans une école avec des super collègues qui m'ont mené à faire les choses autrement en fait que ce que nous demandait à la base la structure et le cadre scolaire. Donc on a fait des projets interdisciplinaires, on a été avec les élèves faire du micro-trottoir dans la rue, fait venir des intervenants, etc. Puis un jour, un inspecteur très sympathique est venu, j'étais prof depuis 6 mois, il m'a dit « mais ce que vous faites, ça va pas du tout, là, il va falloir arrêter tout ça et être en classe... suivre un programme et parler juste à vos élèves. » Donc, en fait, en Belgique, j'ai pu être prof sans vraiment connaître le programme. C'est intéressant. Mais ils étaient en pénurie de profs à ce moment-là. Après, je l'ai bien découvert. Et j'ai adoré mon expérience, mais il y a quelque chose qui me bloquait où je me disais, oh là là, faire ça toute ma vie, dans ce cadre-là, ça va pas. Puis là, j'ai trouvé une bourse du Bureau international jeunesse. Je sais pas si ça parle à certains. Je sais pas tellement, donc j'explique. Donc c'est le secteur de l'éducation non formelle que j'ai découvert là. Donc c'est la possibilité pour les jeunes Européens, en fait il y a des agences comme ça partout en Europe, d'avoir une bourse pour aller pendant une durée de quelques semaines à quelques mois dans un autre pays pour faire un stage ou pour faire du volontariat ou rencontrer d'autres jeunes, d'autres pays autour de différentes thématiques. J'avais envie de le nommer ici pour dire, tiens, ça existe toujours, les gars, si vous avez entre 15 et 35 ans ou que vous connaissez des gens de 15 à 35 ans. Moi, ça m'a vraiment révolutionné de l'intérieur, de me dire, tiens, c'est possible de le faire et d'apprendre plein de choses autrement. Après, j'ai eu la chance dans mon parcours d'être engagée par cet organisme, donc le Bureau international jeunesse, où j'ai découvert tout cet univers de l'éducation non formelle, donc du volontariat, des stages, des formations, où on avait des apports théoriques, mais sous forme d'ateliers, des apports pratiques, des expériences
donc dans le monde du travail ou dans le volontariat. Et puis, j'ai pas mal travaillé sur des thématiques d'inclusion, de comment on fait pour que tout le monde ait accès à tout ça. C'est pas gagné, mais on y travaille. Et des thématiques aussi de reconnaissance des compétences. Ça m'a vachement animée, de me dire, bon, c'est cool, on apprend plein de choses, mais en fait, on est dans un système et une société où comment on fait après pour se valoriser et mettre en avant tout ce qu'on a appris, puisque pour le moment, on demande un diplôme, un certificat, etc. Et là, il y a un certificat qui a été mis en place européen où on peut soi-même aller s'auto-évaluer et se rendre compte, tiens, en lien avec des maths, des sciences, la gestion de projets, de la rencontre interculturelle, etc. Qu'est-ce que j'ai appris avec tous des questionnements? Et ça nous permet après, nous, en tant que jeunes, de se dire, tiens, à travers cette expérience qui avait un cadre, des objectifs précis, etc., j'ai pu apprendre tout ça. C'était pas l'école, c'était pas l'UNIF, c'était pas un cadre formel, mais j'ai appris énormément et je peux le valoriser après. Donc ça m'a quand même vachement secoué. Alors avec mes collègues, à ce moment-là, on se disait, tiens, on va créer une école comme ça, on va créer une école d'éducation non formelle, ça va être super, il y aura des ateliers, il y aura du genre de compagnonnage où on peut aller expérimenter un métier, faire plein de trucs. Et puis, l'idée est restée un peu dans l'univers des rêves, sans se concrétiser. Et après, oui, mais ce qui m'en est resté très fort de ces expériences de prof et de parcours, d'échanges de jeunes, de rencontres, de stages, c'est cette différence chez certains dans la posture. Donc vraiment cette question de la posture de l'adulte, comment on est vis-à-vis d'un plus jeune, d'un enfant, d'un jeune adulte, d'un ado, comment est-ce qu'on communique et on échange ensemble. Et là, à travers tout ça, je me suis dit, tiens, en fait, il y a plein de profs qui font ça comme je l'aimerais, de manière spontanée, qui sont dans de la bienveillance, un respect, un échange, avec cette idée que, oui, évidemment, on a un parcours, des connaissances, des choses à transmettre qui sont différentes à un âge ou à un autre, puisqu'on a cheminé, mais dans la façon de le transmettre, il y a plein de manières de le faire et de se comporter et d'être dans sa posture d'adulte ou d'enfant. Et puis, la vie est faite de rencontres. Donc, j'ai rencontré Alexis, qui est mon mari, et qui a lancé cette idée un peu folle de se dire, ouais, on va trouver un terrain, faire un lieu, un écolieu. Puis, il y a eu les rencontres avec les personnes qui vivaient ici, qui vivent toujours ici, Philippe et Brigitte, et puis avec Maude et Benjamin, qui sont les personnes qui ont lancé les premiers cette idée de « Ah, c'est super, votre idée d'écolieu, mais nous, on a pensé le côté éducation là-dedans ». Et donc qui m'ont fait découvrir à travers des films, des lectures, ce qu'était le unschooling, les écoles démocratiques. Donc un peu tout à coup vraiment ce constat de l'école n'est pas une évidence, on n'est pas obligé en fait de suivre le chemin qu'on nous propose, on peut, mais c'est pas obligé, on peut faire autrement. Et je veux dire, je m'étais jamais posé la question parce que finalement on est là, on grandit, puis on a des enfants, puis on les met à l'école, puis voilà. Et donc tout à coup, il y avait ce constat de ah tiens, on peut faire autrement, puis de se dire ouais mais non, ça demande beaucoup trop de temps, d'énergie, d'argent, c'est pas possible. Et puis il y a eu des visites, des lectures, et le moment du déclic, ça a été l'arbre des possibles, où j'ai rencontré Marie-Ève, et où j'ai vu un projet où je me suis dit ah ouais en fait c'est vraiment possible. Et elle a pas l'air folle, elle a l'air géniale en fait. Ça me donne vachement envie de faire ça. Bon, il faut un grain de folie pour tout le monde, mais là ça a été vraiment un moment de révélation, de se dire mais en fait on le fait les gars. Et en fait, on est plusieurs, donc clairement, c'est pas quelque chose que j'imaginais faire toute seule. Mais une fois, et puis on a eu cette chance énorme ici d'avoir un lieu, parce que c'est toujours les questions qu'on nous pose en premier. Donc il y a plusieurs collectifs, on organise des rencontres comme ça de gens qui ont envie de créer leur propre projet éducatif. Et on se dit, mais c'est tellement dur de trouver un lieu, des financements. Et alors, je vais pas mentir, oui, c'est chaud, il faut s'investir vachement. On a eu la chance que ça se construise en même temps que cet écolieu. Et après, on s'est bougé, on a fait un crowdfunding, de la recherche de financement, on va encore en faire. On a fait, avec les enfants aussi, des petits marchés, il y a des courses parrainées, toutes sortes de choses. Donc c'est un investissement qui se fait avec passion au quotidien. Donc c'est pas gagné dès le départ, mais j'ai envie de dire oui, c'est possible, faisons-le quoi. Montrons un petit peu que si on a un rêve, une passion, on peut essayer de faire autrement. Et aujourd'hui, il y a les Airboats qui sont donc qui ont commencé ici, c'est la 3e année
qui commence, là, d'existence des herbes hautes. Et là, ce que j'avais envie aussi de partager, c'est qu'au début, franchement, c'est chaud. La première année, il faut se tenir, quoi. Et c'est bien d'être ensemble. Là, je regarde les copines, enfin une copine qui était avec nous dès le départ. Et je me dis, là, il faut se serrer les coudes et c'est bien d'être plusieurs. Encore plus à ce moment-là. Et puis, le projet traverse des vagues. Et ce qui est beau, c'est qu'on se remet en question et puis on continue. Parce qu'en fait, c'est trop important pour lâcher. Après, on peut lâcher aussi et faire d'autres choses, mais nous, on a tenu. Et cette troisième année, là, c'est beaucoup plus fluide et ça marche. Et parce qu'il y a un noyau de parents et Marine, qui est une personne qu'on a engagée, qui travaille maintenant avec nous et qui porte vraiment ce projet avec tout leur cœur et leur énergie. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de dire. Si certains ont envie d'un peu plus d'infos ou de visiter, ben, j'habite ici, je serai encore là aujourd'hui, demain. Et je voulais juste indiquer, si vous êtes d'accord, les personnes, donc Antonia et Marion, qui sont aussi porteuses du projet, si jamais vous avez envie de vous adresser à elles avec des questions. Et donc, j'espère que ça pourra être au moins une inspiration, parce qu'on ne propose pas une solution sociétale, mais au moins on essaye quelque chose. Alors, je ne dis pas sociétale parce qu'il y a 20 enfants, donc, je sais pas, et c'est des enfants dont les familles avaient déjà fait le choix de l'instruction en famille. Donc c'est comme ça, c'est un petit projet qui naît, mais je pense que vraiment en partageant, on peut s'inspirer les uns les autres. On rencontre plein de personnes de tout univers éducatif différent régulièrement, et c'est ça qui est riche. Donc n'hésitez pas, lancez-vous dans des projets. Moi, je vais d'abord vous lire un texte d'une invitée qui n'a pas pu venir et qui va vous parler de l'autre collège à Paris. Je vais faire comme ça. Donc l'autre collège à Paris, je vais juste vous dire comment je les ai rencontrés. En fait, on est allé à Paris avec l'école que j'ai fondée, qui est là-bas et dont je vous parlerai après. Et j'ai reçu un message quand on n'y était plus qui disait « Ah, mais la prochaine fois, entrez en contact avec nous ». Donc, je suis retournée à Paris toute seule, j'ai rencontré les gens de l'autre collège et je me suis dit « Waouh, c'est génial ». Donc j'en ai parlé à Giovanni, on a invité Saskia et en fait malheureusement elle n'a pas pu venir, mais elle a transmis un texte. Alors, donc c'est intitulé « Apprendre par le milieu ». Donc la première partie c'est « Devenir moderne ». Quand mon fils était à l'école primaire, j'ai eu l'occasion d'admirer les productions des élèves le soir d'une réunion organisée pour les parents. L'institutrice nous présentait des cartes géographiques d'un quartier parisien que les élèves avaient eu pour tâche de dessiner. Il est doucement. Pardon. D'accord. Il est difficile de faire comprendre aux élèves de se sortir de la carte, de passer du dessin, ou s'ils incluent dedans une représentation objective des lieux, c'est leur quartier, ils ont envie de montrer qu'ils en font partie, disait-elle sur un ton un peu gêné. Ce commentaire m'a fait tilt, car durant la même semaine, j'avais fait lire mes étudiants en anthropologie un texte de Bruno Latour sur le grand partage entre science et société, entre les modernes et les autres habitants de la Terre. Dans ce texte, Latour décrit la mission cartographique que le navigateur Lapérouse avait effectuée dans l'océan Pacifique pour le compte de Louis XVI. Il s'agissait de dessiner des cartes qui permirent de revenir dans ces mêmes lieux sans jamais y avoir mis les pieds, et surtout d'opérer des calculs à distance depuis le lointain château de Versailles. Pour cela, il fallait procéder à des inscriptions, c'est-à-dire recueillir des informations géographiques localisées, incorporées par les autochtones, et les transporter en une carte transportable n'importe où. L'institutrice avait, pour ainsi dire, la lourde tâche d'inculquer ce même procédé de traduction à ses élèves, en leur faisant comprendre que leur propre expérience des lieux ne compte pas plus que celle des autochtones, et ce, sans avoir elle-même conscience de la portée métaphysique de sa leçon. Apprendre à devenir un être humain moderne, capable de dominer le monde en faisant comme si il se tenait à l'extérieur de lui. J'ai alors pris conscience de tout le paradoxe de la situation. Mon fils allait péniblement devenir moderne grâce à l'école, tandis que je m'efforçais à décortiquer cette même posture ontologique chez les jeunes adultes. À l'autre collège, un collectif associatif fondé sur les pédagogies nouvelles, que j'ai la chance d'accompagner à Paris, nos élèves apprennent eux aussi à dessiner des cartes géographiques.
et à se servir d'un plan. En effet, ils ont la possibilité de sortir en ville pour mener à bien leur projet d'apprentissage personnel, et l'usage de la carte leur est fort utile pour se repérer en toute autonomie. Dans ce contexte, nos élèves prolongent le geste de la Pérouse, mais le modifient en même temps, car ce geste s'intègre ici dans une pédagogie vivante. Les lieux qu'ils habitent au sens large du terme deviennent leur salle de classe, chaque jour de nouveau. L'usage du plan devient dès lors un outil d'apprentissage pour appréhender un même espace dans sa multitude. Par exemple, nous avons réalisé une enquête ethnographique du quartier où se trouve l'autre collège, à partir d'entretiens et d'observations sur les bancs publics de la place de la Réunion, dans le 20e arrondissement. Le sujet a été choisi par les élèves et s'est révélé être une excellente porte d'entrée. Ils ont ainsi découvert que la place plantée de pins et bordée d'immeubles de taille moyenne est vécue par les habitants comme une clairière de forêt, agréable à vivre et sécurisante. En même temps, ils ont observé que le design des bancs exclut délibérément les citoyens sans domicile fixe, ou que les agents de la ville refusent de leur répondre car ils ne sont pas autorisés à faire une pause pour bavarder. Dans un mouvement inverse de celui de la Pérouse, ce type d'apprentissage relocalise l'usage des cartes et lui adjoint les multiples épaisseurs de sens qui se sont perdues dans le processus d'abstraction. Au lieu d'agir à distance et de toujours tout concentrer sur une feuille de papier, les élèves s'immergent dans la vraie vie et étendent sans cesse leur réseau d'engagement. Apprendre par le milieu, penser le milieu, signifie aussi redonner une place aux autres habitants qui dessinent leur propre cartographie. Toujours dans le même quartier, nous avons organisé des balades botaniques pour rencontrer les plantes ignorées du trottoir, observer une éclipse partielle du soleil ou chercher des insectes. Nous avons utilisé aussi bien des loupes que des applis d'identification, le dessin ou l'écriture pour les appréhender. À un autre moment de l'année, nous avons appris à dessiner des cartes à la manière des songlines aborigènes et à peindre l'esprit des animaux comme dans les grottes de Lascaux. Plutôt que de parler d'un changement de paradigme dans le domaine de l'éducation, qui présupposerait que je sache d'emblée ce qui serait mieux, je pense qu'il importe surtout d'expérimenter ces multiples manières d'être vivant, de faire ces humanités dans le pluralisme ontologique, qui inclut par ailleurs les manières modernes de se rapporter au monde, là où elles peuvent être utiles pour le bien commun. Dans quel monde souhaitons-nous vivre? Comment pouvons-nous le composer? Qui est inclus ou au contraire exclu en faisant comme ceci ou plutôt comme cela? Quels sont les possibles? Qui ont été matérialisés? À quels endroits par le passé? Comment peuvent-ils se modifier en les intégrant autrement? À favoriser ainsi les apprentissages par le milieu, en rendant à l'ensemble des êtres, choses ou phénomènes qui les composent leur propre agentivité, les jeunes apprennent à agir par connexion, à créer leur propre connaissance de manière à la fois constructive et critique. Apprendre par le milieu demande à ce que les adultes soient sensibles à cette posture, qui est plus d'ordre ontologique que pédagogique, qu'ils ou elles se rendent compte que la diversité humaine et non humaine n'est pas juste une affaire d'objets, mais est avant tout une manière de faire et de penser à partir d'eux et non pas à propos d'eux. C'est ce que j'ai tenté de faire dans ce petit texte, en partant d'expériences concrètes, selon la devise de notre collège, ne rien dire que nous n'ayons fait. Voilà. Donc ça, c'est le texte de Saskia de l'autre collège. À ce sujet, très bon géographe et pédagogue, Élisée Reclus, je ne sais pas si vous connaissez, mais il a écrit de très très bons livres, et c'est un géographe qui a fait exactement la même constatation que Saskia. Voilà, vous ne pouvez pas lui poser vos questions parce qu'elle n'est pas là. Mais moi, je peux les poser parce que on va rencontrer les gens de l'autre collège qui viennent de Paris la semaine prochaine. Donc si vous avez des questions pour Saskia ou que vous voulez en savoir plus sur l'autre collège, je me mettrai à disposition pour écrire vos questions et comme ça, je pourrai peut-être relayer les questions s'il y en a. Voilà. Alors maintenant, moi, je vais vous parler du lycée voyageur plutôt. Donc on a l'arbre des possibles qui s'est créé, puis il y a les herbes hautes qui ont été inspirées par l'arbre des possibles. Et moi, c'est aussi après un contact avec l'Arbre des Possibles que j'ai lancé le projet du lycée voyageur, même s'il était déjà en train de se former depuis un certain temps. On m'entend quand je parle comme ça, c'est bien? Ok, merci.
Donc, je vais aussi commencer par mon parcours, peut-être. Moi, j'étais un enfant très... j'avais beaucoup de questionnements et j'adorais me poser des questions. Je voulais être astronaute et j'étais un petit peu insomniaque parce que je me posais trop de questions quand j'étais petite et que je dormais très tard et je me levais, j'avais des cernes comme ça. Mais j'allais à l'école dans une école en format 5-8, donc les maternelles avaient cours avec jusqu'à la 3e primaire, qui était en pédagogie freinée. Et donc moi, tout mon parcours de pédagogue, il s'est fait par l'expérience. Et à 5 ans, j'ai fait une causerie sur le système solaire. Pour faire une causerie sur le système solaire à 5 ans, il ne faut pas être un génie. Il faut juste avoir l'occasion de faire une causerie sur un sujet qui passionne beaucoup d'enfants, qu'est le système solaire. Après, j'ai été dans une école classique, et puis dans un Athénée Royal classique. Et j'avais très facile à apprendre, et donc en fait, je ne devais faire aucun effort, ce qui était plutôt pratique. Mais du coup, je me suis ennuyée, et j'ai eu l'occasion de faire plein de choses, mais je n'ai pas appris à travailler. Et puis j'ai eu un prof de biologie qui est arrivé et qui m'a fait bosser vraiment beaucoup, parce qu'il nous donnait cours et il nous donnait pas les stencils tout faits avec les exercices pré-mâchés, etc. Et le fait de travailler fait que j'ai fourni un effort et j'ai eu 30 sur 30 à mon examen de biologie. Et donc j'en ai retiré une fierté immense. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, si je savais travailler, je savais fournir le meilleur. Et comment ça se fait que ce prof avait réussi à me faire travailler et pas les autres profs? En fait, il n'avait pas pré-mâché le travail, il avait juste incarné quelque chose où il était très exigeant avec nous. Et j'avais accepté de cette exigence parce que j'étais en sciences fortes et que j'adorais la biologie, et voilà. Donc là, ça a été la première expérience de fournir un effort pour travailler, pour faire quelque chose sans que ce soit quelque chose de pénible. Puis j'ai changé d'école, j'ai été à De Crolly, parce que je voulais faire plus, je voulais travailler, quoi. J'avais vu que c'était possible. J'avais des cours de philo, je pouvais combiner avec des maths 8, enfin avec 8 heures de maths, c'était formidable. Et c'était très bien, on a été au théâtre, on a refait des causeries, etc. Mais c'était un peu tard, j'avais déjà complètement décroché en mathématiques. Et du coup, mes rêves de devenir astrophysicienne se sont écroulés quand j'ai été au cours préparatoire à l'UNIF, ça s'est écroulé. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire le tour de l'Europe en van, et puis voilà, tant pis pour les études universitaires. Et ma mère m'a dit, non, 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 tu vas aller faire des études, ma fille. Et donc j'ai été, et j'ai fait ce qui était facile, parce que c'était facile. Et en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire, du tout. Et je donnais des cours de méthode de travail sur le côté, puisque par contre, j'avais compris comment faire travailler mon cerveau. Et si je savais le faire pour moi, je savais le faire pour les autres. Et un jour, l'élève dont je m'occupais, qui était dyslexique, dyscalculique, dysorthographique, souris-latine, quand je l'ai rencontrée, elle avait 9 ans, elle était souris-latine. Et je l'ai suivie jusqu'à ses 18 ans. Elle a vite arrêté la rilatine. Elle m'a dit, mais pourquoi tu viens pas donner cours dans mon école? Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est ça, je suis prof en fait. Mais j'avais pas du tout fait d'études pour ça. J'avais bifurqué vers musicologie et j'avais écrit un mémoire sur la musique techno, donc j'étais experte en rien du tout. J'avais aucune perspective d'emploi. Et je venais, je me suis dit, bon, je vais essayer de tricher et je vais faire une petite formation qui va me donner accès au métier d'enseignant puisque c'est la pénurie. J'ai fait une formation en pédagogie Freinet parce que la formation en pédagogie Montessori, c'était trop cher. Donc, j'ai même pas choisi vraiment Freinet par volonté propre. Et lors de cette formation en pédagogie Freinet, on nous a dit de dessiner notre classe idéale. Et moi, j'étais encore prof de rien du tout, ni maternelle, ni primaire, ni secondaire. Et donc, je me suis mis avec ceux qui étaient profs de rien du tout. Et on a dessiné un grand bateau avec plein de choses dessus. Et puis tous les profs du secondaire sont arrivés et ont dessiné le bateau avec nous. Et on a dessiné jusqu'à 3 heures du matin notre bateau. Et on a dessiné plein de bateaux autour. Et là, en fait, le projet est né. Parce qu'on avait compris que pour les grands du secondaire, en fait, il fallait de la mobilité. Il fallait qu'on bouge, il fallait qu'on aille découvrir le monde, etc. Quand j'étais petite, mon émission préférée, c'était C'est pas sorcier. Et voilà. Et j'ai regardé aussi beaucoup Le Bus Magique. Et donc, voilà, tous ces rêves de nomadisme étaient assez présents. Et donc, je crois que c'est resté, quoi, quelque part. Et donc, j'ai fait cette formation en pédagogie Freinet. Je me suis dit, je vais pouvoir être engagée. Eh bien, non, pas du tout. Avec une formation en pédagogie Freinet et un diplôme de rien du tout, on est engagé nulle part.
Et donc, j'ai fini par quand même refaire des études d'histoire parce que je venais d'avoir une petite fille et j'avais besoin de sécurité financière. Et je me suis dit, bon, si j'ai un diplôme, j'ai une sécurité. Et j'ai refait des études d'histoire, tout en sachant qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. J'ai fait des études d'histoire, mais j'ai enseigné que le français. Et ce quelque chose s'est passé parce que tout d'un coup, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais en fait, notre classe idéale, elle est dans un bus. Elle est dans un camion, elle est dans un bus. En fait, c'est le camion de Fred et Jamy, quoi. Et donc, voilà, j'ai enseigné pendant plusieurs années dans le circuit classique, dans le circuit catholique, dans le professionnel, dans le général. J'ai fait une école spécialisée pour adolescents autistes. Enfin, j'ai fait plein de remplacements en étant certaine de ne jamais signer pour un CDI. Car si vous signez pour un CDI et que vous êtes prof, vous ne pouvez pas arrêter de travailler, sinon vous ne touchez plus le chômage. Donc il fallait surtout pas être dans la prison des professeurs. Et puis à un moment, mon contrat s'est terminé, c'était le Covid, il fallait enseigner avec des masques et je me suis dit, bon, maintenant stop, je lance le lycée voyageur. Et ma fille, elle est dans une école de village à côté de chez moi, mais je voulais pas rester inactive et donc j'ai été donner un atelier de journal. On a créé un magazine à l'Arbre des possibles. Et il s'avère qu'en fait, dans cette école de village, ils ne réglaient pas certaines choses. Donc tout ce qui était apprentissage des relations, de la communication, tout ce qui est compétences transversales, même pour les petits, n'avait pas lieu. Si deux personnes se disputaient, on leur disait « va jouer de l'autre côté de la cour ». Et ça, c'était la réponse des professeurs. Et ma fille, ça lui convenait pas du tout. Et donc j'ai mis ma fille à l'Arbre des possibles. Et un jour, je suis arrivée et j'ai dit « ça y est, j'ai le bus ». Et je venais de trouver un bus à moins de 15 000 € pour réussir à lancer cette classe. Et en fait, je l'ai lancée avec pas grand-chose. J'étais censée la lancer avec un professeur qui, la veille de la rentrée, m'a dit « en fait, je vais pas pouvoir le faire ». Et donc voilà, je me suis lancée avec pas grand-chose. Et c'est vraiment l'énergie des élèves et de la classe qui a fait en sorte que ce soit possible pendant 1 an. Et puis maintenant, c'est notre 2e année, mais c'est les élèves de l'année passée qui ont donné forme aussi à la façon dont on fonctionne cette année. Donc on est aussi dans cette perspective de mouvement qui fait que cette école se transforme. Donc, moi, la réponse que j'ai donnée aux problèmes que j'ai vus, c'est le lycée voyageur, dont je peux vous parler plus tard si vous voulez. Mais surtout, d'abord, avant de lancer ma propre école, j'ai écrit une lettre à Madame Désir en lui disant « j'ai une solution, la voilà ». J'ai été aux communes, enfin à ma commune, et je dis j'ai une solution pour vos élèves difficiles, la voilà. Et en fait, personne ne voulait de ce projet d'école mobile parce que c'est trop innovant. Oui, c'est trop innovant. Donc non, ils étaient dans l'école en ligne et Microsoft Teams, etc., etc. Et du coup, je me suis dit bon si personne ne veut le faire, je vais le faire. Mais l'idée, c'est pas de faire tous la même chose. Donc moi, pour moi, la solution et les pistes de solution, elles se trouvent dans la décentralisation de l'enseignement. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre une forme scolaire qui puisse être nomade, qui puisse être gérée par un petit groupe de parents, qui soit pas tributaire d'un bâtiment ou bien d'un programme, justement, ou bien d'un réseau d'enseignement, mais plutôt que ce soit plein de petites unités d'enseignement qui se mettent en réseau, comme il y a la décentralisation de la monnaie ou la décentralisation de l'information. Moi, je voudrais qu'il y ait une décentralisation de l'enseignement pour qu'on puisse fonctionner en petit réseau. Donc l'idée, c'est de créer un modèle 3D du bus, de créer des parcours autonomes d'apprentissage, de créer des formations spécifiques pour les professeurs pour qu'ils puissent faire face aux réalités et aux échecs que nous, on a vécu les 2 dernières années, et donc d'en faire un terrain de recherche qui soit réplicable et partageable, mais réplicable avec des nuances et des transformations. Donc voilà, on essaye de créer ça pour que n'importe quelle personne après puisse s'en emparer, parce que pour les grands, il n'y a rien, il n'y a quasiment rien, il y a très très peu de choses. Donc on voit des écoles alternatives pour les plus petits, et puis il y a le gap du collège. Donc ici, c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir quelqu'un de l'autre collège qui est vraiment l'âge. Donc, moi, c'est à partir de 15 ans, en fait. Donc il y a ce gap, en fait, jusqu'à 15 ans. À l'Arbre des possibles, il y a une alternative assez bien pour les 11-15 ans, mais il y a quelque chose de différent à faire avec eux qu'avec les petits. Donc voilà, on a fait un peu les 3 parties, et l'idée, c'est de pouvoir s'inspirer, mais aussi de transmettre tout ce qu'on a appris,
qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné, et de pouvoir le partager. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. On n'a pas explosé le quota, on est en dessous. Peut-être que c'est l'occasion que quelqu'un voudrait poser une question. Avec le micro, mais peut-être sans le micro, en criant bien fort. Ok. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne ce bus plus concrètement? C'est-à-dire, le lundi matin, qu'est-ce que tu fais? Alors, en gros, ce qu'on fait, c'est que ce que moi j'ai choisi de faire, en tout cas, parce que de nouveau, la forme, elle est là. Si vous voulez aller voir la forme, on peut voir la forme. On a mis des tables, on a mis une toilette sèche. Voilà, ça c'est la forme. Ce qu'on fait, nous, au lycée Voyageurs, c'est que moi j'ai supprimé les évaluations. Il n'y a pas d'interro, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'évaluation. L'année passée, on a fait plein d'excursions. Ils ont programmé des choses, etc. Et puis à un moment, ils m'ont dit... mais quand est-ce qu'on va apprendre des trucs en cours? Et donc, c'est à ce moment-là qu'on donne des cours. On ne donne pas des cours à des gens qui n'ont pas demandé des cours. Donc, ce que je dis souvent, c'est les adultes, quand ils payent une formation 5 000 €, ils vont au cours. Il n'y a personne qui leur dit « Lève-toi, fais ta boîte à tartines ». Et ils sont volontaires pour le faire et ils font de leur mieux et ils y arrivent. Comment ça se fait? En fait, c'est juste qu'ils ont décidé de le faire et qu'ils savent que c'est pour eux-mêmes. Donc, toute l'année passée, ça a été construire ensemble une locomotive de motivation pour soi. Et donc, ça a mis un certain temps pour qu'ils arrivent à comprendre qu'ils travaillent pour eux et pas pour leurs parents. Et donc, cette locomotive-là, elle a tiré la forme qu'il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, le lundi matin, le bus, qui n'est pas conduit par moi-même parce que je ne sais pas conduire de bus, va à la gare de Charleroi et à la gare de Dinan chercher des élèves. Ensuite, on passe la journée ensemble et c'est notre journée commune. On est tous ensemble à ce jour-là. Pas forcément dans le bus, le bus nous amène quelque part, mais on peut tout à fait donner cours dans le bus, mais c'est quand même chouette aussi d'être dehors, quoi. Donc s'il pleut, j'appelle les herbes hautes et je dis il pleut, on a froid. Non, en général, on programme à l'avance, mais s'il pleut, c'est pas grave. La pluie, c'est la vie. Et puis il y a des abris qui sont publics, il y a des cabanes de chasse, il y a le Delta qui a un tiers-lieu à Namur, donc voilà, on s'adapte, on trouve des solutions. Mais dans le bus, quand même, on a des tables. Voilà. C'est plus le froid qui nous pose problème dans le bus que la pluie. Mais le lundi, on va les chercher, on passe une journée ensemble. La journée qu'on passe ensemble, on la concentre sur tout ce qui est tronc commun, français, histoire. Par exemple, la juge que vous avez vue là, moi je l'avais déjà vue parce qu'on est allé voir un procès à Namur l'année passée et on est tombé sur un procès où elle était juge. Et donc c'était assez chouette de la voir parce qu'elle était très contente de voir des élèves et elle m'a dit « mais revenez, je vais vous donner des filons pour avoir des bons procès à voir, pour que ce soit plus intéressant que celui que vous voyez ». Donc parfois on fait ces activités-là, ça on les fait tous ensemble. Le mardi, ils ont demandé des cours, ils ont des cours. Et donc le mardi, on a un prof qui vient donner bio, chimie, sciences sociales et géo. C'est un prof qui sait tout faire, il fait aussi du fromage de chèvre et il a lancé une ASBL qui s'appelle Le début des haricots. Enfin voilà, c'est un type hyper calé dans tout ce qui est transition. Le mardi soir, on rentre chez soi. Le lundi soir, on loge ensemble dans un écolieu à Ivoire, qui s'appelle les 4 Sources. On a un partenariat cette année. On va voir si ça fonctionne. Et puis, le mardi, ils rentrent chez eux. Et le mercredi, je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, cérébralement, ça fait du bien de ne pas être tous ensemble et d'être en activité, parce que le cerveau, il est surstimulé pendant 2 jours, comparé à ce qu'on connaît. 8 heures par jour dans un truc, toujours la même chose. Voilà. Le jeudi, rebelote, on va les chercher. Et il y a 2 options, l'option nature et l'option culture. C'est pas moi qui ai décidé, ça s'est dessiné comme ça l'année passée. Option nature, parfois ils vont avec Marie-Ève dans un tipi faire de la vie en forêt. Parfois ils vont chez Céline, que vous avez peut-être aperçue tout à l'heure, mais qui est vite partie parce que justement il fait beau et qu'elle a plein de choses à faire en forêt. Et elle vit vraiment au cœur de la forêt.
Et l'autre partie de la classe a option culture. Et donc là, pour le moment, on a surtout fait un peu de théorie et un peu de pratique. On a fait de la poterie, des choses comme ça. Mais surtout, on va aller voir des concerts, on va aller voir des musées. L'option culture, elle est plus axée sur la culture. Voilà, on va faire des sorties culturelles. Mais on n'a pas quelque chose de prévu à la base. L'option culture, on peut encore décider plus librement de ce qu'on va faire. Et le vendredi, il y a de nouveaux cours de maths et de physique. En parallèle du mardi et du vendredi, ceux qui ne sont pas encore motivés pour avoir ces cours, ils ont une autre proposition qui est d'embarquer pour le mardi le bus magique, qui inclut des enfants un peu plus jeunes, dont les grands de l'Arbre des Possibles et certains extérieurs, pour des excursions. Et le vendredi, parfois on va faire un softball avec les enfants de l'Arbre des Possibles pour avoir une activité sportive. Et sinon, on va à une journée club aux 4 Sources, voir un documentaire le matin et faire un café philo l'après-midi, qui peut-être sera donné par Giovanni si on a de la chance d'avoir un peu de son temps. Voilà. Mais ça peut être quelqu'un d'autre qui donne le café philo parce qu'on a des super personnes ressources autour de nous. Et d'ailleurs, je ferai passer un petit, j'espère que vous signerez dedans, un petit répertoire dans lequel il y a moyen d'écrire votre nom, votre adresse et ce que vous pouvez proposer comme ressources pour entrer dans cette toile d'apprentissage qu'on essaie de créer autour des élèves. Parce qu'évidemment, on a aussi des voyages et on a aussi des stages en entreprise ou des stages d'observation. Donc s'il y en a un qui se passionne pour la fabrication d'archets baroques, eh bien c'est possible qu'il aille faire un stage, quoi. Et voilà. Le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est du temps de vie. C'est du temps qui est, c'est du temps qui est très précieux. Le temps précieux de vie. Merci à vous trois d'avoir fait si vite. Vous aviez 1 heure et vous avez fait ça en moins d'1 heure. Donc j'ai juste le temps de préciser qu'on va faire le même exercice que tout à l'heure. Alors, c'est marrant qu'on parle d'enseignement. Parce que, en faisant cet exercice plusieurs fois, aujourd'hui et demain, il y a Giovanni qui parlait d'ateliers d'intelligence collective. En faisant ces ateliers, en vous donnant pas trop de règles, j'en ai donné, mais en n'en donnant pas trop et en vous faisant vivre l'expérience, vous êtes dans un processus d'apprentissage. En fait, vous apprenez à discuter, à voir quelles sont les limites de fonctionner ensemble. Et c'est ce qu'on va se reproduire. Maintenant que vous avez une expérience collective, eh bien, vous allez en refaire une et peut-être vivre les choses de manière différente, en vous positionnant peut-être de manière différente, en tant qu'animateur, en tant que responsable du temps, en tant que secrétaire, et de vivre en fait cette expérience en essayant peut-être d'être de manière différente. Pas de faire, mais d'être de manière différente. En disant, tiens, mais et si je me comportais de manière différente, qu'est-ce qui se passerait? Et si je faisais ça de manière différente, qu'est-ce qui se passerait? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais vous dire, comme quoi c'est en faisant qu'on apprend, n'est-ce pas? D'accord. Merci, je me sens soutenu. La deuxième chose, c'est que Odile a passé du temps tout à l'heure à mettre des panneaux dans la grande salle, des nappes de papier sur les murs. Odile, c'est juste, hein? Ouais, d'accord. Attends, il y en a 4, si je me souviens bien. Il y en a une avec une espèce de cible. Donc si vous quittez aujourd'hui en tout cas la journée et que vous rentrez chez vous ce soir ou tout à l'heure, je vous demanderai de bien vouloir compléter ce panneau cible qui se trouve dans la première pièce de la grande salle. Et, pardon? Là où il y a la caisse. D'accord, là où il y a les tickets. D'accord. Et puis il y a trois autres nappes en papier qui sont collées sur les murs où vous avez l'occasion de mettre des post-it par rapport à des demandes qui sont faites, en disant tiens, mais je suis intéressé par ce sujet-là,
Évidemment, le but, c'est d'y accoler un post-it avec vos coordonnées, votre nom, parce que peut-être que vous avez l'élan de vous passionner pour l'enseignement, par exemple, ou pour la gouvernance qu'on a vu tout à l'heure, ou éventuellement pour ce nouveau paradigme dont on a parlé ce matin. Oui, qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi, hein, je suis intéressé, je veux contribuer, de quelle manière? Donc il y a 3 questions qui sont posées. Je vous invite à vous intéresser à ces panneaux et de voir, tiens, à ma mesure, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui peut m'intéresser et en quoi je pourrais être impliqué, concerné. Hein, ça me rappelle l'histoire de l'omelette au lard. Hein, l'omelette au lard. Dans l'omelette au lard, il y a la poule et le cochon. Ouais. Alors, la poule, elle est concernée. D'accord ? Le cochon, lui, il est impliqué. Bon. Je vous laisse. Merci. Oui, et je laisse Marie rebondir sur cette histoire de cochon. Et puis, je vous inviterai à quitter la pièce et à reformer nos tables respectives. Non, moi je voulais juste applaudir mes élèves qui sont là, parce que bon, il y en a 3 qui sont partis déjà, parce que écoutez, c'est long, mais voilà, je voulais les féliciter parce que ce qu'on fait, on le fait aussi avec les élèves et avec les parents d'élèves, et il y a aussi une accompagnante de l'Arbre des possibles, et voilà, c'est tous des gens formidables qui méritent aussi qu'on les voit. Donc, même question que tout...